du fait d'un homme. Oui, le piège, quand la police et la DGSI vont interpeller un agent consulaire sous passeport, avec un passeport de service en pleine rue, c'est une provocation pure. Mais si nous avons expulsé, la France ne se résume pas à un seul homme. D'accord, mais le problème, dans c'est que l'état politique de la Michel, France actuelle. je suis d'accord avec toi, mais si dans ce seul homme qui est ministre de l'Intérieur et également ministre des Affaires étrangères et aussi ministre de la Justice, parce qu'il donne des comptes rendus des affaires judiciaires, si ce seul homme dont tu parles fait 60% du job du gouvernement, eh ben à un moment, tu penses que c'est le problème. Moi, il faut savoir se dire les choses. Je pense sincèrement, Michel, que quand tu interpelles de cette façon un fonctionnaire d'un pays ami, que tu dis ami à l'étranger et que tu le mets en garde à vue, puis tu le mets sous mandat de dépôt, tel un voleur à la tire, par des agents de la police nationale et de la DGSI, il est évident comme réciprocité que les agents qui sont de la police nationale et de la DGSI sous couverture du ministère de l'Intérieur, ce qui est légal, soient expulsés du pays dit ami. Bienvenue sur Colombia TV, la chaîne qui décrypte l'actualité algérienne avec recul, lucidité et sans langue de bois. Dans cette nouvelle vidéo, Mehdi Guezar et Gamal Abina reviennent sur les tensions croissantes entre la France et l'Algérie, alors qu'un timide rapprochement semblait se dessiner entre Paris et Alger. Le ministre français Bruno Retailleau intervient pour torpiller toute tentative de réconciliation. Avec un énième discours virulent. L'arrestation d'un diplomate algérien. Il relance les divisions historiques et joue la carte de la provocation en pleine recomposition géopolitique. Pourquoi maintenant? Qui tire les ficelles en coulisses? Et quelles conséquences pour les relations bilatérales? La diaspora algérienne en France et l'avenir diplomatique entre les deux pays? Nos invités analysent les dessous politiques, les intérêts cachés et les risques de cette nouvelle offensive. Si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous à Colombia TV, activez la cloche, et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette stratégie de tension. Ici, c'est le média des voix libres. À très vite pour une nouvelle analyse. Tebboune et Emmanuel Macron, deux personnes réfléchies, deux personnes qui ont un but commun, c'est la réussite des relations bilatérales entre l'Algérie et la France, à du média training de basse qualité, nauséabond, avec des médias mainstream qui relatent des faits qui sont complètement déconnectés de toute réalité. Moi, je veux rappeler une chose qui est très importante, c'est que la diplomatie doit être faite par des diplomates. Que des États se gèrent avec des personnes sensées, avec des personnes réfléchies, avec des personnes intelligentes, et que c'est pas sur les plateaux de télévision en faisant 5 ou 6 ou 7 plateaux de télévision par jour, comme un banal petit homme politique, que nous pourrons faire avancer les choses. Il y a une chose qui est très importante, Nouhed, d'après M. Retailleau, il dit que l'autorité judiciaire agit en toute indépendance en France. Je tiens à rappeler que la justice algérienne, elle aussi, agit en toute indépendance. Et ce qui est très important à comprendre, et je vous le dis avec beaucoup de dévouement, c'est que la justice algérienne, et je paraphrase mon président de la République, n'a pas le dos souple. La justice algérienne a le dos rigide. Comprendra qui pourra. Pour aller dans votre sens, Mehdi, on évoque effectivement cette question de justice indépendante en France. Et on fait pression sur l'Algérie pour libérer un écrivain qui a été poursuivi par la justice algérienne pour avoir tenu des propos qui On exige la libération. On exige sa libération. Comment si la justice est indépendante en France, elle l'est aussi en Algérie. Et Boualem Sassal, qui est un citoyen algérien, est poursuivi selon les termes de la justice algérienne. Et pour rappeler encore, pour aller dans le sens de ce qui est appelé la justice indépendante française, d'abord l'affaire invoquée, c'est-à-dire l'affaire du kidnapping d'un Algérien qui paraît-il, en exil politique en France, a eu lieu le 29 avril 2024. On révèle l'affaire donc une année après, 2 jours après la rencontre, la venue de M. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français en Algérie, reçu par le président Mehdi Tebboune, avec un communiqué qui va dans le sens du rapprochement. Donc on ne peut pas ne pas faire le lien. Et puis je voulais rappeler une affaire qui remonte au 14 août 2008. À cette époque, Mohamed Ziane Hassani était directeur du protocole du ministère des Affaires étrangères. Rappelez-vous, il a été arrêté à l'aéroport Marignane à Marseille, poursuivi pour, dit-on, complicité d'assassinat de qui? D'un opposant algérien, Ali Msili. L'affaire d'Ali Msili remonte à 1987. Et on s'est rendu compte plus tard qu'il n'y avait aucun rapport entre M. Ziani et l'affaire Msili. Ça veut dire que la justice française
fonctionne parfois selon certains calculs politiques. Il rappelait pour cette affaire de kidnapping, cette pseudo-affaire de kidnapping, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire. Hein. Alors, un jour ou l'autre, peut-être que la presse française fera une enquête pour savoir que ce n'était pas vraiment ça, ce qui s'est passé. C'est lié parfois à des lobbies ou parfois lié à des groupes qui font dans le trafic de drogue, notamment à Amsterdam, aux Pays-Bas. On trouvera peut-être la trace de tout ça. Donc, il y a eu lieu dans cette tentative claire de torpiller ce rapprochement. Et Mahdi a raison. Bruno Retailleau, qui ne passe pas un jour sans passer dans un plateau, d'ailleurs c'est la presse française qui le dit, Mahdi. Le Dauphiné libéré dit que Bruno Retailleau était assez peu connu des Français il y a quelque temps seulement avant de devenir ministre. Et Le Monde souligne que pas un jour sans un grand entretien, une annonce choc et un propos clivant, et souvent par rapport à l'Algérie. Ça veut dire que cet homme est en campagne électorale pour être le président de LR, un homme qui était inconnu donc jusque-là, et qui lui-même, avec son groupe au Sénat, le groupe a voté pour la loi qui a permis à la justice de Melun de ne pas appliquer l'OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français. Et lui-même, il a critiqué le tribunal de Melun, donc justice indépendante encore une fois. Donc on est effectivement face à un homme qui met, à mon avis, les intérêts supérieurs de son pays, puisqu'il torpille une relation avec un pays aussi important que l'Algérie. Michel Bizac, alors reconstruire un partenariat d'égal à égal, serein et apaisé, c'était les propos du président Macron, repris par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. On est loin de cette levée de rideau, finalement, dans la relation entre Alger et Paris. Oui, on en est loin, et ce que je pense qu'on n'arrive pas à comprendre en France, en tout cas dans la classe politique, une certaine classe politique, c'est les conséquences dramatiques que cela va avoir et que cela pourrait avoir sur l'économie. Puisque c'est évident, je pense que hier encore, je rappelais à quelqu'un ce qui s'était passé avec l'Espagne, où les bateaux avaient fait quand même demi-tour en route, alors qu'ils étaient en route pour venir dans les ports algériens. Et je me dis que si jamais l'Algérie décidait du même type de mesures, c'est 5 milliards qui partent en fumée immédiatement. 5 milliards, c'est 4,8 milliards exactement. C'est le montant des importations de la France vers l'Algérie. Donc vous avez à peu près 6 000 entreprises françaises qui, aujourd'hui, travaillent en France pour l'Algérie et avec l'Algérie. Et ces 6 000 entreprises se trouveraient en grande difficulté. C'est ce que je veux absolument marteler, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez critique. Jusqu'à il y a très peu de temps, j'avais beaucoup d'espoir. On est passé un petit peu par un ascenseur émotionnel fort, c'est-à-dire une dégradation, puis d'un seul coup et brutalement une embellie, et de nouveau une dégradation. On est bien d'accord, Michel, que l'embellie qui a été faite par des hommes qui se sont parlé au téléphone pendant plusieurs heures a été cassée par le ministre de l'Intérieur par rapport à ses déclarations tonitruantes et par rapport à sa provocation constante envers l'Algérie. Moi, je ne crois absolument pas au hasard du calendrier. Très bien. Donc voilà, je pense que vous en avez assez dit sur mon ministre de l'Intérieur. Je ne vais pas en rajouter, mais je ne crois pas au hasard du calendrier. Ça veut dire que quand vous dites ça, Michel, c'est que 4 jours après la venue de Jean-Noël Barrot à Alger, où on devait repartir sur de nouvelles bases, il y a eu... Non, 4 jours. 3 jours. 3 jours, oui. Voilà. Comme par hasard, une affaire qui date d'il y a plus d'un an, à ce qui paraît, a été ressortie du placard et mise sur la place publique pour casser justement l'élan de cette visite-là, de la visite de Jean-Noël Barrot. Et quelle affaire! C'est une affaire de pied nickelé quand même. Hein. Bon, qui est... On pense qu'il parle de pied nickelé en plus. Non, mais qui est Amir Dezed? Voilà, est-ce que ça mérite tout ça? Est-ce qu'il est à la hauteur des conséquences que nous risquons d'endurer? Je ne crois pas. Est-ce que vos craintes vous exprimez aujourd'hui par rapport aux entreprises françaises, la possibilité de perdre 4,8 milliards d'euros? J'ai vu que vous avez fait une déclaration à l'agence AFP. Est-ce que cette crainte est écoutée à Paris? Est-ce qu'on vous écoute? Est-ce qu'on est sensible à vos déclarations? Écoutez, je l'espère. Je pense que maintenant, personne ne peut l'ignorer. Ce qui est c'est 4,8 milliards, c'est pour les entreprises françaises. Mais on oublie de dire que les entreprises algériennes vont avoir les mêmes difficultés. Tous ceux qui se fournissent aujourd'hui en France, il va falloir qu'ils cherchent de nouveaux fournisseurs. Alors certes,
beaucoup de monde tape à la porte aujourd'hui. Vous avez les Italiens, vous avez les Allemands, vous avez les Espagnols qui sont de retour. Les Chinois, les Américains. Ne parlons pas des Chinois, des Turcs. Oui, Donc, vous avez le monde entier qui frappe à la porte ici. Donc, aujourd'hui, si nous perdons ce marché, ces fournisseurs, eh bien, ça sera très, très, très Mais difficile. quand vous avez lu le communiqué du CREA, est-ce qu'on peut faire passer le communiqué du CREA, quand vous avez lu le communiqué du CREA, qui est quand même quelque chose qui est sans équivoque. C'est terrible pour l'image de la France Oui. sur le bassin méditerranéen, en l'occurrence en Algérie. Les mots sont des mots choisis. Quand on décide de mettre un coup de pression à un groupe de transport logistique pour ne pas venir en Algérie, c'est très grave. Quand on mêle business et politique, c'est très grave. Et c'est ça le problème. C'est qu'on est en train, par rapport à un ministre bien précis et par rapport à l'extrême droite qui est en train de pousser de tout son corps, nous sommes en train de casser la relation bilatérale. Tout le problème est là, tout le malheur est là. Oui. Et vous avez fait, vous également, un autre communiqué. Oui, c'est ça. Je pense que vous l'avez également. La Chambre de commerce. La Chambre de commerce, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez affligeant. Alors, c'est un communiqué qui appelle les acteurs économiques à unir leurs efforts sur la concrétisation d'investissements créateurs de valeur ajoutée dans un esprit d'intérêt réciproquement bénéfique à l'écart des tensions politiques actuelles, Monsieur Bisac. Oui, alors, pour revenir sur le communiqué du CREA, je voudrais vous signaler qu'on n'a jamais rompu la relation avec le CREA et avec son président Kamel Moula. Nous entretenons régulièrement, nous avons beaucoup travaillé sur le sujet. Nos communiqués se ressemblent énormément. Nos communiqués se ressemblent énormément. C'est-à-dire que vous êtes dans la même vision tous les deux. J'aurais une petite nuance. Je ne crois pas qu'un grand patron comme Rodolphe Saadé puisse se laisser influencer à ce point. Je pense que sa décision, je le connais, je l'ai eu à déjeuner à la Chambre de commerce quand il est venu en 2022, mais je ne crois pas qu'il soit homme à se faire influencer par la politique. Je pense simplement qu'il n'a pas voulu venir à une période où il savait que le mardi soir, où il devait être là, des mesures de rétorsion de la France allaient être prises avec le rappel pour consultation de l'ambassadeur et également le renvoi de 12 diplomates algériens. Je vais vous poser une question directe, M. Bissac. Est-ce que vous pensez que le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, est en train de menacer les intérêts économiques de la France ? Voilà, par ses agissements, par sa tentative de... C'est très simple. À partir du moment où vous envenimez en permanence, où on est rentré dans une spirale infernale... Et anxiogène. Anxiogène et de déclarations j'allais dire plus idiotes les unes que les autres, franchement. On a 4 à 5 millions d'Algériens qui vivent en France, et je vois ce matin un communiqué et un sondage ou je ne sais quoi du Front National, enfin, du Rassemblement National, demandant la rupture immédiate de tous les visas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va empêcher 250 000 Algériens qui ont de la famille en France de venir rendre visite. C'est pas une pétition ? C'est une pétition, oui. Ça. On va empêcher 250 000 Algériens de venir en France. Ça n'est pas possible. On parle de la rupture des accords de 68, mais qui connaît les accords de 68 ? Je serais curieux de savoir, tous ceux qui ont parlé des accords de 68, ce qu'ils en connaissent. Enfin, je pense qu'il faut arrêter. L'Algérie, les gens la connaissent peu. Parce que l'Algérie, elle paraît de loin, on n'y va pas en vacances, ou très peu. Donc les gens connaissent très très peu l'Algérie et connaissent très peu la mentalité et la force des Algériens. Et donc ils se disent, bon, c'est un pays de 45 millions d'habitants, mais ça personne n'en tient compte. On en a 5 millions qui sont en France, mais on continue à taper dessus. C'est pas possible. Et c'est vrai qu'à force de faire des déclarations comme cela, on est allé au Maroc pour signer 10 milliards d'accords sur 5 ans, c'est-à-dire 2 milliards par an. J'ai vu passer la première réalisation, c'est le TGV avec Alstom pour 1 milliard d'euros, prêté par la France. C'est ça. C'est n'importe quoi. Alors, c'est de l'autofinancement. moi, franchement, j'ai rien contre les Marocains, j'ai rien contre personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse travailler en dehors de toute polémique politique.
Pour revenir avec le CREA, on travaille ensemble. Nous avons, avec l'ambassadeur Stéphane Romatet, organisé à Paris le 9 janvier une réunion au MEDEF, justement pour parler de ces sujets. Plus de 50 entreprises étaient présentes et on a abordé tous les sujets. Moi, j'ai appelé à l'occasion de cette réunion les grands chefs d'entreprise. Je ne parle pas des directeurs qui sont sur place ou des correspondants sur place, je parle des directeurs, à venir, à écrire au MEDEF, à réclamer de nouveau, c'est ce que je réclame d'ailleurs à nouveau cette fois-ci dans le communiqué qui a été fait ces jours-ci. Je demande aux entreprises françaises de se manifester et d'expliquer à nos politiques ce que représente l'économie entre la France et l'Algérie. C'est énorme. Donc on ne peut pas casser cela uniquement sur des déclarations intempestives. Ça n'est pas possible. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'arrestation du diplomate algérien avant de revenir encore une fois sur le volet économique. Messieurs, si vous le voulez bien. Badis Khnissa, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez que l'arrestation ostentatoire par les autorités françaises de cet agent consulaire avait donc pour but de torpiller justement ce rapprochement entre Alger et Paris? Et à qui profite le crime finalement? Je dirais plus que torpiller aujourd'hui, avec du recul, c'est pour aussi humilier l'Algérie. C'est ça dont il est question aujourd'hui, puisque le mot revient beaucoup dans la bouche de Bruno Retailleau, d'ailleurs, qui est pour moi l'architecte principal de cette brouille. Il ne fait que jeter de l'huile sur le feu. C'est quelqu'un qui voit en Algérie un programme électoral. Et c'est ça où je pense que le glissement s'opère depuis le début. Et c'est pourquoi, en fait, on n'arrive pas d'ailleurs à aborder le sujet sereinement, comme l'ont fait d'ailleurs les deux présidents respectivement. Non, je pense que, et si vous me permettez, Nouad, j'aimerais aussi rebondir sur cet aspect-là. Il y a un fait marquant qui est celui de l'arrestation elle-même. Donc, dans quelles conditions, dans quelles circonstances? Donc, il a été interpellé dans la rue d'une manière manu militari, tel un repris de justice, d'une part, d'autre part. Ce qui est inadmissible dans la Convention pas... de Vienne, ce qui est juste inadmissible. Tout à fait. Exactement. Et les autorités françaises badistes n'ont pas notifié les autorités algériennes de cette arrestation. Au-delà, c'est en violation de toutes les règles. Je dis bien de toutes les règles, de toute nature qu'elles soient. Mais là où je veux en venir, c'est que ça, c'est des méthodes de voyous. En revanche, l'Algérie, si je prends un contre-exemple, le vice-consul du Maroc à Oran, le 27 mars 2025, qui était considéré comme persona non grata, il a quitté le territoire, je dirais, avec toutes les conditions adéquates, confortables, parce que l'Algérie respecte la loi. En 2020 aussi, déjà, il y avait le consul. Non, mais je parle d'un exemple très récent, pour vraiment comparer effectivement ce qui est comparable. Parce que l'Algérie a respecté les us et coutumes de la voie diplomatique, où ils l'ont déclaré persona non grata avec 48 heures pour quitter le sol algérien. Ça, c'est des gens qui respectent les conventions, dont la Convention de Vienne. L'Algérie est un pays qui respecte les conventions internationales, contrairement à ce qui s'est passé à notre diplomate algérien qui a été interpellé dans la rue, comme l'a si bien dit Badis, dans la rue, d'accord, comme un voleur à la tire. Donc voilà, ils ont fait fi de toutes les conventions internationales. Non, mais ce qui est lamentable, notamment de la part de la France et de Bruno Retailleau, c'est que ce double standard, tant d'ailleurs sur le système de justice judiciaire où il parle et évoque que le système judiciaire français est un système indépendant. Pour autant, il s'immisce, il s'ingère dans le système judiciaire algérien, dans le cas de Sansal, ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. Donc mais finalement, pire que c'est pas ça, ce que je dis, parce que pire que ça, Nouhad, c'est que Bruno Retailleau s'inscrit aussi dans un déni, puisque c'est quelqu'un qui à la fois dit qu'effectivement cette histoire de ce pseudo opposants de service dans lequel on fait un recyclage d'opposants parce que le timing s'y prête et parce qu'effectivement on recherche tant bien que mal des leviers de pression sur l'Algérie parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a plus. En tout cas, l'Algérie nouvelle, elle est complètement à l'opposé de leurs attentes. Et puis, d'un autre côté, vous voyez un Bruno Retailleau qui se substitue au procureur de la République sur LCI pour donner, je dis bien donner, des détails d'une affaire judiciaire en cours, d'une enquête, notamment du PNAT, qui est d'ailleurs sous sa tutelle à ce propos. D'ailleurs, pourquoi le PNAT, le parquet antiterroriste de Paris, pourquoi lui récusé? Est-ce que ça, mais ce qui est lamentable relève de crimes terroristes? Mais Faisal, ce qui est lamentable, non pas pour l'Algérie, mais pour la France et les Français, puisque c'est une dérive autoritariste, notamment de la démocratie, de la Constitution. Quelqu'un qui se substitue à un procureur de la République pour donner des détails. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ouvre une petite parenthèse, il a évoqué, dans un capharnaüm, un brouhaha notamment dans lequel lui-même s'y perd, que vraisemblablement nous n'avons pas de preuves tangibles de l'implication des autorités algériennes.
taisez-vous dans ce cas-là. Laissez la justice faire son travail sur cette pseudo-affaire, une pièce théâtrale d'ailleurs dont le seul réalisateur et producteur est Bruno Retailleau, puisque à travers cette affaire notamment, que celui y croit, hein, notamment, même les Français, en l'occurrence aujourd'hui, leur seule préoccupation quand vous leur demandez en France, c'est leur quotidien, c'est de pouvoir pour une femme, pouvoir faire un jogging sans se faire tuer, pouvoir avoir de la sécurité. Vous voyez bien que... Si vous permettez, il n'y a aucune preuve à ce jour qu'il y a il y en aura pas. Algérie. Il n'y a aucune preuve. Et il n'y en aura pas. C'était l'avocat qui a dit probablement avec une puissance étrangère qui serait l'Algérie. Alors Bruno Retailleau, on lui demande aujourd'hui de ramener les preuves si l'on a. De un. De deux, Badi, si vous permettez, lorsqu'il y a eu l'affaire des OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, parce que le montage a commencé comme ça, il a commencé en novembre, octobre 2023, Bruno Retailleau n'a pas du tout apprécié que la justice française ne l'écoute pas. Et il a poussé à un lynchage contre les juges. Il y a eu toute une campagne, y compris des menaces de mort, contre les juges qui ont prononcé le refus d'expulser l'Algérien, qui était Boualem Douelmen, je pense à l'époque. Donc vous voyez que c'est un ministre, d'une part, qui parle de l'indépendance de la justice, qui pousse au lynchage des juges, et en même temps qui donne des détails sur une affaire qui est supposée être en instruction. Non, juste pour finir, Bruno Retailleau aujourd'hui, clairement, est une menace. Une menace pour la France, pour les Français, et y compris lui-même, puisque c'est quelqu'un qui confond son agenda politique, notamment son projet présidentiel, dans lequel il a besoin de se créer un boulevard à travers la présidence des Républicains le 17 mai, et puis des affaires diplomatiques qui relèvent de la diplomatie, comme disait tout à l'heure Mehdi. Il faut laisser la diplomatie aux diplomates, il faut laisser les canaux, notamment de relations internationales entre les présidents. Nous l'avons vu, nous avons avancé à grands pas avec l'arrivée de Jean-Noël Barrot en Algérie, avec des actions qui étaient mises en perspective, et puis d'un coup vous avez un sabotage caractérisé par notamment la secte, je qualifie, puisque Retailleau n'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc cette secte notamment temporaire qui prend l'Algérie comme fonds de commerce, notamment pour faire du braconnage électoral, puisque Bruno Retailleau est capable d'aller en enfer pour chercher des voies électorales notamment. Donc, et puis, peut-être je conclurai là-dessus. Il y a véritablement une volonté de vouloir aller vers une guerre diplomatique, avec une rupture, puisque le réchauffement des relations entre les deux pays n'arrange pas Bruno Retailleau. Il a besoin de confrontation, il a besoin d'affrontement, il a besoin de violence. C'est quelqu'un d'imbu de sa personne. Il faut le rappeler, il faut revenir un peu sur je dirais son profil psychologique. Quand je parlais de l'humiliation, il revient souvent sur ce mot. Et d'ailleurs, récemment, dans une déclaration, qu'est-ce qu'il évoque ? Il évoque effectivement que l'affaire de l'Algérie, ce n'est pas qu'une affaire de diplomatie, c'est une affaire d'humiliation de la France. Non, monsieur Retailleau, vous évoquez votre propre humiliation, puisque vous êtes mis à dos notamment de votre président, de votre ministre des Affaires étrangères, et même de votre, je dirais, géopolitique et diplomatie française. Gamal, vous aussi, vous pensez que Bruno Retailleau est le seul responsable de la dégradation des relations algéro-françaises ? On parlera d'une amie qui a été interpellée à l'aéroport, 45 minutes, à être surveillée, à être épiée. Une amie que je connais depuis 7 ans, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est la femme de Mehdi. Donc je l'ai connue avant Mehdi, évidemment. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, une journaliste qui fait dans la culture, qui ne fait pas dans la politique, qui ne fait pas dans la polémique. Elle a été interpellée parce que des directives, on a subi ça nous aussi, on a l'habitude, des directives sont données, pourquoi ? Pour faire des coups de pression, comme on dit chez les voyous, par rapport aux franco-algériens. Comment ? Intimidation. J'ai coup de pression parce que c'est les termes de voyous, hein, je parle de voyoucratie. En l'occurrence, M. Retailleau, il a un problème avec l'Algérie depuis toujours, hein, c'est pas d'hier. Hein. Je veux dire, c'est vraiment ce que je dis, catho intégriste, obsessionnel, produit de Villiers. C'est pas la France qui brille. C'est un homme qui est, ça a été dit tout à l'heure, vous le dites très bien, qui met en danger non seulement le chiffre d'affaires des entreprises, mais rappelons qu'il y a des entreprises qui ont souvent un, voire deux clients, qui ont souvent une niche, entre guillemets, de clientèle. En l'occurrence, dans l'export, c'est souvent une exportation avec un seul client. Et on met en danger des salariés français. Il met en danger une population avec des familles. Il met en danger sa population. Parce que si l'Algérie perd les marchés, en l'occurrence, les 4, alors c'est 4,8 milliards, c'est pas rien. Qui est en déclin d'ailleurs. Si, la France, excusez-moi. Si la France perd ses marchés, nous, l'Algérie, on n'a pas de problème. Je veux dire, des produits français, on peut les retrouver ailleurs, très bien fait en Turquie, et peut-être moins cher. C'est une question de marché de proximité. On est sur un marché de proximité logique, cohérent, à savoir deux pays qui doivent se parler, qui parlent la même langue, en plus que le français est connu ici. Et donc, qu'est-ce que fait M. Retailleau ? Eh bien, il incendie, il provoque, il joue le voyou, parce qu'on parle beaucoup de voyoucratie, mais il est mal placé. Il parle souvent d'ailleurs de pieds nickelés.
Qui est le pied nickelé? Il a un président qui dit on renoue la relation, le lendemain il nous sort un vieux dossier poussiéreux. Et ce dossier qui sort de façon opportune, c'est bien, il n'y a pas de hasard calendrier. Monsieur Retailleau est quelqu'un qui pose problème à la France parce qu'il a des positions d'extrême droite qui sont assez évidentes, affirmées. Monsieur Retailleau est une problématique parce qu'il se fiche complètement du bien-être des entreprises françaises qui travaillent en Algérie. Et monsieur Retailleau se veut une carrière à la Sarkozy, avec beaucoup moins de brio, parce que Sarkozy au moins était la route. Donc M. Retailleau doit être effectivement très rapidement mis hors d'état de nuire en tant que sinistre, j'allais dire, de l'intérieur. Très bien, merci Gamal. On va continuer à en parler dans quelques instants, messieurs, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, mesdames et messieurs. On poursuit Hebdo Show et on poursuit notre débat. On continue à parler de cette brouille entre Alger et Paris et de cette arrestation du diplomate algérien. Mahdi, je me tourne vers vous. Très important, excuse-moi Noured de te prendre la parole. On parle de 12 agents consulaires français qui ont été expulsés d'Algérie. Il y a un nota bene très important. Les 12 agents qui ont été expulsés suite à l'arrestation de notre agent consulaire en France. Les 12 agents sont tous sous l'autorité exclusive du ministère de l'Intérieur. L'Algérie, pour remettre, comme on dit chez nous, la mosquée au milieu du douar, l'Algérie n'a pas expulsé de diplomates français. L'Algérie a expulsé 12 agents de la DGSI française. Et en France, ce n'est pas le cas en Algérie, mais en France, la DGSI est sous l'autorité directe du ministère de l'Intérieur. Donc, ils reçoivent directement leurs ordres de ce monsieur. Et ils ne reçoivent pas leurs ordres de Jean-Noël Barrot du ministère des Affaires étrangères. Ce ne sont pas des diplomates. Ce sont des gens du ministère de l'Intérieur. Voilà pourquoi l'Algérie a expulsé ces 12 personnes. Parce qu'on joue sur les mots maintenant. Il faut savoir aussi également une chose qui est très importante, c'est que l'Algérie n'a pas de DGSI en France. Il n'y a pas la correspondance, je suis d'accord. On n'a pas d'agent de la DGSI, de notre DGSI nationale. Nous n'en avons pas à l'extérieur. Donc le 2 poids 2 mesures flagrant, il faut le mettre en évidence. Il faut le mettre en évidence. Jean-Noël Barrot a eu avec son homologue Ahmed Attaf un entretien très constructif où on arrivait à voir le bout du tunnel et justement des échanges prometteurs pour l'avenir. C'est le ministère de l'Intérieur qui a cassé cette spirale positive avec une histoire abracadabrantesque qui date de plus d'1 an. Tu me sors cette histoire 3 jours après la visite de Jean-Noël Barrot. C'est fait exprès. Comme l'a si bien dit Michel Bizac en début d'émission, on ne croit pas au hasard. On ne croit pas au hasard. C'est fait pour casser la spirale qui était lancée par les 2 présidents de la République. Mais le même Bruno Retailleau a déclaré dans un média, parce que vous savez, il passe chaque jour dans un média, surtout les médias de Bolloré. Entre parenthèses, Mahdi, Bruno Retailleau est un proche de Vincent Bolloré. Bien évidemment, il a dîné avec lui il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours. Il a fait la une du journal de dimanche, interviewé par 3 journalistes de Valeurs Actuelles, qui est l'un des porte-flambeaux, drapeau de l'extrême droite française. Et entre parenthèses aussi, Bruno Retailleau est quelqu'un qui est très proche d'Israël, parce que tout de suite après les attaques du 7 octobre, il est parti là-bas pour pleurer sur les victimes israéliennes. Et absolument, il n'a eu aucun mot à ce jour sur les 51 000 victimes du génocide sioniste à Gaza à ce jour. Bruno Retailleau a déclaré dans un média, Mahdi, qu'il va rencontrer les 12 agents que vous avez évoqués, donc ces agents qui travaillent avec lui, pour savoir ce qui s'est passé maintenant. Il faut noter que l'Algérie a pris cette mesure parce qu'elle avait demandé, dans un communiqué que nous avons lu, que vous avez vous-même lu, de la libération immédiate de notre agent du consulat de Créteil, parce que les conventions internationales, conventions diplomatiques internationales, l'exigent. À ce jour, cette demande algérienne a été complètement ignorée, donc l'Algérie a été forcée de prendre cette décision, suivie par une mesure de réciprocité de la partie française. On peut rajouter une chose importante quand même, parce qu'il y a une chose extraordinaire en termes de droit. D'abord, effectivement, tout ce qui relève de l'antiterrorisme relève du ministère de l'Intérieur. Donc, effectivement, il y a une directive qui a été donnée. Mais surtout, là où c'est un coup de vis grossier, je parle de vis, parce que là, on parle de cercle vertueux ou vicieux, c'est qu'il a qualifié, c'est la qualification qui est importante quand on est poursuivi en justice, ça donne le là, ça dit vers quel type de tribunaux on va devoir répondre. Là, il a qualifié immédiatement, de façon malhabile, le fait qu'il y aurait eu, donc on est dans du conditionnel, son conditionnel chez lui, ça devient presque une certitude. Il y a beaucoup de conditionnels. Oui, mais c'est un conditionnel qui est masqué il y a un peu, chez lui, il y a beaucoup de vices aussi, parce qu'il vous dit, on ne sait pas, mais en même temps, c'est dans l'ambassade, c'est l'Algérie, c'est le consulat, enfin, il a cité lourdement.
J'allais dire simplement, quand on dit que c'est une action terroriste, d'abord rappelons ce que veut dire terroriste. Le terrorisme, c'est le régime de la terreur qui a été inventé en France en 1794. Le but, frapper les populations, leur faire peur pour obtenir un résultat politique. Là, est-ce que c'est un rapport avec ça? Est-ce que c'est une action au hasard qui a tué des civils? Est-ce qu'il y a eu un mort? Est-ce qu'il y a une action pour faire peur à la population française? En aucun cas. Donc rien que la qualification, et moi je serais heureux que les Algériens, les avocats fassent ce travail, disqualifient cette qualification. Au nom de quoi on peut parler d'une action antiterroriste, d'une action qui ressemble plus à une action de voyoucratie, où on embarque un type pendant 27 heures, qui est séquestré, qu'on relâche en parfait état. Selon sa version. Selon sa version, bien sûr, pour l'instant c'est une version. Et au nom de quoi un ministre de l'Intérieur, c'est là où c'est choquant. On est passé sur un truc incroyable, séparation des pouvoirs, c'est d'abord on se tait quand il y a une information judiciaire qui est lancée, quand elle commence, on ne sait pas si elle va aboutir, et surtout on ne commente pas une action judiciaire. Et surtout pas lui. S'il y a bien deux personnes qui doivent en parler, c'est la justice et l'intérieur. Donc là, il a outrepassé ses prérogatives, tout comme il outrepasse ses prérogatives par rapport aux relations internationales, puisqu'il n'a pas en parlé. Donc c'est dire simplement que M. Retailleau non seulement met en danger les sociétés françaises, les travailleurs français, mais en plus sa relation entre deux grands États méditerranéens, je rappelle, c'est ce qui nous unit, la Méditerranée et l'histoire, simplement parce qu'il a un agenda politique qui est évident. Il veut être chef des LR, il veut être président de la République sans doute, et surtout parce qu'il veut satisfaire une lubie personnelle. Il ne faut pas oublier qu'il y a un dogmatisme obsessionnel chez lui. Je rappelle encore une fois que sa première parole, quand il a pris ses fonctions, c'est l'Algérie et les accords de 68. Ensuite, à chaque fois, il a ponctué, c'est soit un peu d'islam pour la décoration, un peu d'antisémitisme. Il a participé récemment, vous avez vu la magnifique rencontre à laquelle il a participé, où il y avait une débauche de haine anti-arabe et anti-musulmane. Il a participé à cette rencontre en tant que ministre de l'Intérieur. Donc on a un problème avec ce monsieur qui confond deux ordres, sa fonction d'État régalien, qui doit être respectable, et sa fonction à titre personnel d'ambition politique, qui n'a rien à voir avec cela. Très bien. Alors justement, vous me tendez la perche, Gamal Labina. Je vais poser une question à Nazim Sieni. Nazim, est-ce que vous pensez que Retailleau cherche aujourd'hui à devenir le leader de la droite dure française en jouant la carte de la haine anti-algérienne? Mais clairement, et puis vous le voyez, comme vous l'avez dit sur le plateau, je partage votre avis, c'est que ça répond à un agenda politique. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes à 700 jours précisément d'une élection présidentielle. 2 ans, c'est demain. Et surtout qu'on voit que Marine Le Pen, qui est la chef du RN, est potentiellement disqualifiée avec les poursuites judiciaires qu'elle traîne. Et donc là, il y a un boulevard qui s'ouvre pour le ministre de l'Intérieur. Et évidemment, il est en train de s'immiscer dans ce boulevard. Et vous l'avez dit, non seulement il est en train de torpiller une relation historique entre deux États qui sont essentiels pour pacifier la Méditerranée. Sans oublier aussi le nombre de ressortissants de notre communauté nationale qui est présent sur le territoire français. Au-delà des liens économiques, il y a des liens culturels, il y a des liens humains. Et donc, il fait fi de tous ces liens pour nourrir une ambition personnelle. Et c'est là où c'est le drame, et je rejoins ce qui a été dit aussi par mes collègues, c'est que le ministre aujourd'hui est en train de saboter littéralement la relation qui unit les deux États. Donc pour moi, il faut absolument que des décisions soient prises très rapidement parce que c'est en train de s'envenimer et on ne peut pas laisser cette relation se détériorer à cause d'un homme qui a une ambition politique qui le dévore de l'intérieur. Très important aussi. Vous ne pensez pas qu'il y a un moment où il faut qu'on arrête aussi? Bon, on vient de faire la quasi-totalité de l'émission sur Retailleau. On a compris. Je ne vais pas m'exprimer sur lui, mais vous l'avez très très bien fait et je ne vous désapprouve pas. Mais par contre, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on retravaille ensemble sur la relation économique. Parce que nous avons trop de choses en commun, trop de travail ensemble, trop d'investissements réalisés pour laisser tout tomber aujourd'hui uniquement pour ce qui n'est en fait qu'un passage. Bon, une fois que M. Retailleau sera élu président des LR, s'il est élu, eh bien, une fois qu'il le sera, eh bien, nous verrons ce qui se passera aux élections présidentielles. Mais entre-temps, vous avez quand même un président de la République français qui cherche et qui travaille bien et qui a des relations avec M. Tebboune. Vous avez un ministère des Affaires étrangères qui ne cherche qui n'a qu'une politique jusqu'à maintenant de tendre la main. C'était la politique et c'était les instructions qui étaient données. On tend la main et on ne réagit pas. La réaction qui a été prise récemment, c'est simplement une réciprocité. Il n'y a pas eu de surenchère. L'ambassadeur n'a pas été rappelé. Il a été rappelé pour consultation. Il est parti, il va revenir. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête de tomber dans ce piège qui fait que
cette spirale est infernale. Mais le piège est du fait d'un homme. Exactement. Le piège est du fait d'un homme. Oui, le piège, quand la police et la DGSI vont interpeller un agent consulaire sous passeport, avec un passeport de service en pleine rue, c'est une provocation pure. Mais si nous avons expulsé, la France ne se résume pas à un seul homme. D'accord, mais le Surtout problème, dans, le problème dans c'est que l'état politique de la Michel, France actuelle. je suis d'accord avec toi, mais si dans ce seul homme qui est ministre de l'Intérieur et également ministre des Affaires étrangères et aussi ministre de la Justice, parce qu'il donne des comptes rendus des affaires judiciaires, si ce seul homme dont tu parles fait 60% du job du gouvernement, eh ben à un moment, tu penses que c'est le problème. Moi, il faut savoir se dire les choses. Je pense sincèrement, Michel, que quand tu interpelles de cette façon un fonctionnaire d'un pays ami, que tu dis ami à l'étranger et que tu le mets en garde à vue, puis tu le mets sous mandat de dépôt, tel un voleur à la tire, par des agents de la police nationale et de la DGSI, il est évident comme réciprocité que les agents qui sont de la police nationale et de la DGSI sous couverture du ministère de l'Intérieur, ce qui est légal, hein, on le sait, soient expulsés du pays dit ami. Je peux ajouter une chose importante pour compléter ce que vous dites. Là, je rejoindrai sur un point. C'est vrai qu'on a tendance à réagir à la provocation grossière de ce monsieur qui parle en plus d'humiliation, qui nous parle de l'humiliation d'Israël quand ils ont jeté ses policiers à terre. Là, c'est intéressant parce que apparemment, il a une passion pour Israël qu'il n'a pas pour l'Algérie. Mais simplement pour dire une chose, là, je vous rejoindrai sur un point. Il faut le dire réellement de façon claire. Qui est ce monsieur Retailleau ? Il est personne. C'est un homme qui a dit à l'époque, il y a eu des belles pages écrites dans la barbarie coloniale. Bon, quand on a un homme qui dit ça, on a compris qu'il y en avait à faire. Je vais dire simplement, c'est pas un homme, parce qu'on dit la relation France-Algérie se dégrade. La relation Retailleau-Algérie se dégrade, il faut ramener toujours à Retailleau. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut... Bravo à toi. Bravo à toi. Mais moi, je veux le réduire. Ça, je suis d'accord. Et voilà. là, je partage ton avis, Gamal, et je partage l'avis de Michel sur ça. Il faut le réduire. Il ne mérite pas plus d'audience que cela. Je pense que ces provocations permanentes doivent être répondues par la justice, en l'occurrence algérienne et française. Je pense qu'il faut dépasser cela, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont en danger. C'est important, je finis, c'est important. Moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre parler de ce bonhomme. Il est petit par la taille, petit par l'ambition. Il parle d'un parti qui est en train de souffrir. Il espère surfer sur la chute de l'extrême droite pour monter. Monsieur Retailleau a un agenda personnel et c'est pas un agenda de la France. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se projeter dans une logique de se dire, c'est un homme qui a des problèmes, qui a de vrais problèmes personnels. C'est un homme qui ne mérite pas autant d'audience et je pense que le seul moyen d'en sortir, ça a été dit par le président d'ailleurs, on parle avec les grands. D'homologue à homologue. On ne parle pas avec des petits joueurs qui sont en plus en sursis. Je rappelle qu'il fait partie d'un gouvernement qui n'est pas légitime, je le rappelle à chaque fois, hein, on parle de démocratie, qui est arrivé par la force des choses, malheureusement, et qui a vocation à disparaître parce que l'opposition doit prendre le pouvoir. Mais Gamal, pardon, je vous coupe. Bruno Retailleau, tout le monde sait qu'il est entouré d'une dizaine d'hommes qui sont des catholiques traditionnalistes, anti-musulmans, anti-migrants, anti-algériens, ils le suivent partout. Hein, mais là, dans les médias, vous suivez ça, M. Bisac, dans les médias, on parle de quoi ? On parle de la méthode Retailleau, qui serait le méchant dans l'affaire, et la méthode Barrot, le bon dans l'histoire. Good cops, bad cops. Bad cops, absolument. Est-ce que vous pensez que cette manière de partager les rôles au sein du gouvernement français ne va pas durer? Elle va durer plutôt dans le temps. C'est pas une affaire uniquement de Retailleau. Parce que je suis d'accord avec Gamel et avec Mahdi, c'est que Retailleau n'est que la partie apparente de l'iceberg. C'est quelqu'un qui représente un courant de pensée qui pense, qui est néocolonial, qui est nostalgique de l'Algérie française, etc., et qui voudrait, par tous les moyens, torpiller le rapprochement entre les deux pays. Est-ce que vous ne pensez pas que ce courant existe réellement et qui pourrait donner... Qui représente que 5% de l'électorat. Oui, mais les LR, aux dernières élections, n'ont même pas fait 5%. Oui, mais le courant, il est plus large que ça. Le courant d'extrême droite. D'extrême droite, il est plus large que ça. De droite et d'extrême droite. La fachosphère, oui. Oui, donc ça, je suis d'accord avec vous. Mais je crois qu'il y a une vraie volonté des affaires étrangères d'arranger les choses. Oui, mais d'accord. Mais Michel, on est d'accord pour ça, parce que sinon Jean-Noël Barrot n'aurait pas été reçu par son homologue algérien, M. Ahmed Attaf, et par le président de la République. Donc on a la même conception des choses. Mais quand tu fais de la politique interne en France avec l'Algérie, automatiquement, il y a des dommages collatéraux. Et les dommages collatéraux, je le dis par rapport à toi, ça rentre justement dans ton domaine économique, ça rentre dans le domaine humain. Comme l'a si bien dit aujourd'hui ce qui s'est passé avec mon épouse, c'est juste scandaleux. On arrête de se voiler la face. Tu as un problème qui est, on va dire, montré du doigt, qui est là pour torpiller les relations bilatérales algéro-françaises. Il faut trouver, je le dis politiquement, la solution que cette personne ne s'occupe
que de son ministère, qui est en l'occurrence l'intérieur. Je ne comprends pas avec quel pouvoir il peut être à la fois ministre de la Justice, parce qu'il parle maintenant d'affaires de justice en cours, ce qui est totalement proscrit. Le ministre Darmanin n'a pas eu autant de mots sur l'affaire en justice que le ministre de l'Intérieur, ou alors de diplomatie. Et on rentre... Il y a un truc important, il faut le rappeler. Ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur ne se trompe pas de médias quand il va faire ses commentaires. Il prend toujours les médias privés les plus radicaux, particulièrement évidemment CNews, il adore. Alors qu'un un responsable politique de ce niveau-là, c'est quand même pas n'importe quoi comme poste qu'il occupe, devrait parler dans les médias nationaux. Je parle des médias publics. Donc rien que là, il y a un problème. C'est qu'on a l'impression que ceux qui lui tendent la perche sont ceux qui alimentent son discours de haine. Et le problème, c'est que chez lui, on le voit bien à chaque fois, il est toujours énervé, tendu. On sent bien. Moi, une fois, je me suis moqué de lui en l'appelant mini Goebbels. C'est assez violent comme propos, mais arrêtez, c'est pour dire que physiquement, il a ce rapport un petit peu de défiance. Alors évidemment, je fais ça en plaisantant. Il y a besoin de problèmes avec la France pour faire sa promotion personnelle. Il n'existe que pour ça. Mais vous allez être d'accord que ces déclarations, c'est uniquement... Il ne parle que d'OQTF, de voyous, de narcotrafic, etc. Mais ça concerne 1% de la population algérienne en France. Oh, même pas, 0,01%. Voilà, et marginal, le reste... Et déjà, il faut, excuse-moi Michel, et c'est très bien ce que tu as dit Nazim, il faut déjà prouver que ce sont des Algériens, parce que beaucoup se font passer pour des Algériens pour ne pas être expulsés. Oui. Ça aussi, il faut savoir le dire. Oui, mais je le dis et je le répète, aujourd'hui, on doit travailler ensemble et on doit dépasser tout ça. Mais le président de la République Macron et le président de la République, c'est Abdelmadjid Tebboune, l'ont bien dit. Oui. Mais quand tu es torpillé par une affaire qui sort de je ne sais pas combien de mois en arrière, 3 jours après ce truc, ben, tu casses la dynamique qui a été lancée. Vous savez, ce qui m'inquiète politiquement, c'est un truc très important politiquement. On peut en parler 2 secondes. Ce qui m'inquiète politiquement, c'est que ce glissement sémantique, parce que là on parle de terrorisme comme par hasard, donc on commence à avoir un glissement sémantique où on veut faire croire que l'Algérie serait une sorte de soutien de suppôt du terrorisme, l'islamo-terrorisme ou autre. C'est une façon un petit peu de déporter le débat. Aujourd'hui, il faut effectivement, moi je pense qu'il faut dépasser ça. Il faut que des hommes de bonne volonté se parlent. Il faut que le chef de l'État français, qui a à cœur que son pays aille mieux, évidemment, puisse travailler avec une grande nation comme l'Algérie, parce que c'est un marché illimité. Les Allemands l'ont fait d'ailleurs. Rappelons quand même que l'Allemagne, quand elle a fait la guerre à l'Est, elle les a massacrés. Puis après, en 89, elle a eu l'intelligence de dire bon, on va travailler avec ces gens à l'Est, on va se développer. C'est ce qui a fait la première puissance d'Europe. Donc je pense que la France aurait tout intérêt à travailler en bonne intelligence avec l'Algérie pour faire en sorte que le marché naturel algérien se développe pour les 2 pays. Très bien. Badis, je me tourne vers vous à 2 minutes. Nazim, je vais vous redonner la parole dans quelques instants. Je me tourne vers Badis. Alors, Badis, vous faites partie de cette communauté algérienne donc établie en France. Quelles sont vos inquiétudes? Quelles sont les inquiétudes aujourd'hui de la communauté algérienne établie en France, surtout lorsqu'elle voit que ces tensions repartent de plus belle avec ces agissements? De toute façon, nous l'avons vu dès le début de cette brouille. Effectivement, Bruno Retailleau a commencé tout de suite à stigmatiser, à cibler notre communauté nationale. Pourquoi? Pour tout simplement la diviser, pour justement la dissocier, notamment de la mère patrie. C'était sa manière aussi machiavélique, notamment puisqu'ils ont fait de l'Algérie une politique intérieure, puis surtout aussi ils ont fait un programme notamment électoral. Et c'est là la dérive, la grande dérive. Mais la communauté nationale, de tout temps, d'ailleurs, comme les aïeux, est restée fidèle, notamment à sa vision, aux côtés vont debout de ses institutions, aux côtés aussi de son président, aux côtés de sa patrie, pour pouvoir, en tant que premier ambassadeur en première ligne, défendre l'Algérie, défendre sa vitrine, son image, mais surtout aussi casser ou déconstruire les stéréotypes dont, par exemple, Retailleau essaye de vendre, puisqu'il essaye de marketer, je dirais, un fantasme, puisqu'on a évoqué tout à l'heure, effectivement, je suis d'accord avec vous, qu'on est là pour construire. D'ailleurs, l'Algérie n'a fait que ça depuis le début de cette brouille. Elle a pris de la hauteur, elle a gardé quand même raison garder une posture raisonnable, raisonnée, responsable, sage. Mais qu'est-ce qu'on a eu en face? On n'a eu que, justement, de l'offense. On n'a eu que de l'attaque. On n'a eu que de l'hostilité. On n'a eu que du lexique qui n'honore pas, finalement, la diplomatie française. Moi, je suis désolé de le dire. Aujourd'hui, nous faisons face à 2 diplomaties. Une diplomatie, effectivement, officielle, Jean-Noël Barrot, président de la République Emmanuel Macron, qui souhaiterait, effectivement, qu'on outrepasse dans l'adversité, dans l'union, mais surtout cette adversité qui n'est pas la première, mais peut-être assez inédite, faut-il le rappeler, avec un Bruno Retailleau qui s'est mis en trouble-fête et provocateur et surtout agitateur entre les 2 pays. Et puis vous avez une diplomatie parallèle, excusez-moi de le dire, qui est cette extension, l'émanation, parce que Bruno Retailleau n'est que la partie immergée de l'iceberg, attention.
Bruno Retailleau n'est que, je dirais, le larbin de service dans cette équation. Moi, je reviendrai, j'irai plus loin encore. Moi, j'évoquerai un nom, un mot notamment, qui a été évoqué d'ailleurs par le président Emmanuel Macron à maintes reprises dès 2018, c'est-à-dire au lendemain de son élection. État profond. État profond, ça a été évoqué plus de 94 fois lors de son discours aux diplomates. Pourquoi les diplomates? Parce que l'état profond, ce n'est pas, c'est une réalité. C'est lui qui le dit. C'est le président Macron qui le dit. Vous savez ce qu'il dit? Nous avons, nous aussi, un état profond, comme diraient certains théoriciens étrangers. Et il le sait pertinemment que c'est un frein, notamment dans la vision stratégique, diplomatique de la France. Et aujourd'hui, on le voit, comme nous l'avons vu d'ailleurs à l'époque où il avait émis ce commentaire par rapport à sa volonté de vouloir se rapprocher de la Russie. Donc vous voyez bien que, au-delà aussi d'autres aspects politico-médiatico-financiers, vous avez évoqué tout à l'heure Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, effectivement, je confirme, le Nouvel Obs avait évoqué ce dîner notamment entre les deux, qui d'ailleurs, d'après Expressis Verbis, je reprends leur dire, ont une relation de confiance et une relation intime. Donc c'est le nouveau champion de Bolloré. C'est le nouveau poulain de Bolloré. Ça ne vous rappelle pas le scénario d'Éric Zemmour? Donc on est exactement dans la même stratégie, dans la même trajectoire. Sauf que Bruno Retailleau, et là je pose la question, tient un portefeuille ministériel régalien. Ce qui est condamnable. Donc comment voulez-vous qu'on avance sereinement dans les relations bilatérales entre la France et l'Algérie si on n'arrive pas à aseptiser, à décontaminer d'abord ces canaux de relations pour qu'on puisse enfin poser un décorum qui s'y prête au dialogue, qui s'y prête justement à la discussion sage, responsable et surtout adulte, puisqu'il n'en est pas. Vous savez aujourd'hui, et j'en conclurai là-dessus, Bruno Retailleau, le premier flic de France, a des allures de premier plouc de France. Peut-être je vais aller dans votre sens pour pouvoir résumer en 2 phrases. Je pense que le rapprochement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, M. Bissac, le rapprochement réel entre l'Algérie et la France se fera après le départ de Bruno Retailleau du ministère de l'Intérieur français. Est-ce que vous pensez, vous, Michel Bissac, que le rapprochement entre Alger et Paris se fera après le départ de Retailleau? Je pense qu'aujourd'hui, personne n'a encore envie d'avoir une spirale montante. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de travailler. Donc, aujourd'hui, que ce soit les entreprises françaises, en France, mais qui sont beaucoup aussi des entreprises qui sont issues de la diaspora algérienne. Il y a beaucoup de binationaux, énormément de binationaux, ou des entreprises françaises installées ici. Aujourd'hui, regardez, dimanche dernier, nous étions au CIC, on a écouté les déclarations du président de la République. On a plein de promesses quand même. Des déclarations fortes. Des déclarations très fortes. On nous enlève l'Algex. Ouh, enfin. Ça fait du bien. Ça va faire du bien. Et j'espère surtout qu'on ne va pas nous la remplacer, que les organismes qui vont être mis en place sauront vraiment faire le travail correctement cette fois-ci. Mais donc, aujourd'hui, nous, on n'a qu'une envie. C'est continuons à travailler ensemble. Est-ce que vous vous rendez compte? On est dans un pays avec une énergie 7 fois moins chère, une main-d'œuvre à équivalence qui est à peu près 2 fois moins chère. 2 fois moins chère. L'ouverture, venir fabriquer ici, travailler ici, c'est s'ouvrir aussi l'entièreté du marché africain avec la ZLAF. Qu'est-ce qu'on attend pour venir travailler ici? On est, moi j'habite Nice, je suis à 1h20 d'avion, c'est tout près, on est à côté. Pourquoi on ne peut pas continuer à faire des choses comme ça et uniquement se baser sur la politique? On doit continuer à travailler ensemble. Et j'espère qu'on ne tombera pas dans un piège sans fin qui viendra couper. J'espère qu'une chose, franchement, c'est qu'on n'en arrivera pas à ce qui s'est passé avec l'Espagne, avec une coupure, parce que l'Espagne, c'était pas les mêmes montants, c'était pas les mêmes volumes. Et aujourd'hui, si vous coupez tout ça, il va y avoir de la... L'Espagne n'est jamais montée dans ce verbe haut envers l'Algérie. L'Algérie n'est jamais montée dans ce verbe haut envers l'Espagne. Pour l'Espagne, ils ont toujours eu un feedback. Les conséquences ont été lourdes. Oui, mais les conséquences ont été... Il y a eu toujours un respect mutuel entre les deux pays. Oui. Et je le dis parce que je l'ai vécu à travers beaucoup d'amis qui travaillent aussi avec l'Espagne. Il n'y a jamais eu de coupure définitive. Le problème, c'est qu'aucun membre du gouvernement espagnol n'a attaqué frontalement l'Algérie. Et
Et il y a toujours eu ce respect entre deux grands États. Mais le problème, et je le dis, et je l'ai dit, et je le redis, je l'ai dit la semaine dernière, et je le redis aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas entendu, quand un clown rentre dans un château, ce n'est pas le clown qui devient prince, c'est le château qui devient un cirque. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est ça qui est important de le comprendre. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on donne autant d'importance à une personne qui est en train de détruire les relations bilatérales. Moi, je voulais juste rebondir en 30 secondes. Vous savez, aujourd'hui, la France et les relations franco-algériennes sont otages d'un corpus idéologique porté par une certaine classe politique. Et effectivement, le ministre de l'Intérieur en est que l'épouvantail. Donc ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça que, regardez aussi, M. Bizac, pourquoi les plateaux de télé français, on ne voit pas d'autres personnalités qui viennent justement apporter, désavouer les propos du ministre de l'Intérieur, se désolidariser des propos du ministre de l'Intérieur. Ça aussi, on n'a pas suffisamment de paroles qui viennent contre-argumenter et qui viennent justement apporter leur soutien à cette... Il y a tout à fait la liberté d'expression. Exactement. La liberté d'expression. Tout à fait. Et moi, je l'ai dit déjà sur le plateau dont je faisais partie à l'époque, c'est une liberté d'expression à géométrie variable. Tout dépend de quel côté tu es. Exactement. Quand j'ai défendu Guillaume Meurice, qui était un humoriste sur France Inter, qui a été renvoyé au prud'homme, qui a été licencié par la direction de France Inter parce qu'il s'est moqué de Benyamin Netanyahou, quand je l'ai défendu, on m'en a mis plein la gueule. Et ça, c'est de la liberté d'expression. Je suis désolé. Quand je dis que on est Charlie pour les personnes qui veulent être Charlie, mais quand on fait des caricatures sur le prophète, alayhi salatu salam, que ça, c'est de la liberté d'expression, je suis désolé, c'est de la liberté d'expression à géométrie variable. Et c'est ça, toute la dramaturgie qui se passe actuellement. C'est que vous avez des médias mainstream qui vous disent: voilà ce que tu dois dire, ce qui est bien. Si tu ne dis pas ça, tu ne passes plus chez nous. Combien de binationaux ne sont plus invités sur les plateaux des médias mainstream parce qu'ils ne vont pas dans le sens du vent qu'ils veulent apporter. Et Michel, tu es un habitant de Nice, mais tu regardes énormément les télévisions, les chaînes d'information continue. Tu sais très bien que c'est une réalité croissante. Je suis désolé. Moi, je n'ai jamais reçu un coup de téléphone sur ce plateau en me disant: non, tu dis ça, non, tu dis pas ça. On me dit: tu es sur un plateau, on est en direct, on n'est pas en différé, et on n'est pas en rediffusion, c'est du direct. Donc, on me parle de liberté d'expression. Il n'y a pas de problème. Mais liberté d'expression pour tout le monde et pour tous. Très bien, Mehdi. Monsieur Michel Bizac, je vais vous donner un dernier mot. Je vais vous donner le dernier mot. Le dernier mot, j'ai fait appel aux chambres de commerce, puisque nous sommes chambre de commerce en France, de façon à nous faire remonter toutes les entreprises qui sont dans l'angoisse aujourd'hui, de l'angoisse tout simplement de voir, parce que quand vous avez des grosses entreprises, elles ont le temps, elles ont la résilience, elles ont tout ce qu'il faut. Mais pour des PME, quand vous avez une commande Ils ont la trésorerie. Ils ont la trésorerie. Et quand vous avez une commande de 300 000 euros qui doit arriver, si c'est bloqué, etc., vous ne pouvez pas. J'ai eu au téléphone il y a peu une entreprise qui est à Sophia Antipolis, à côté de Nice, donc 40% de son chiffre d'affaires, c'est une entreprise de 200 employés, 40% de son chiffre d'affaires est fait avec l'Algérie. Si l'Algérie bloque, l'entreprise meurt. Et ça, c'est un exemple parmi certainement des centaines d'autres. Voilà, donc aujourd'hui, stop, travaillons ensemble. On a tout pour s'entendre. On me pose la question, on me dit: mais tu vis en Algérie? Je dis: oui, je vis en Algérie. Et alors, c'est pas trop dur? 19 ans. Magnifique. Et on me dit: c'est pas trop dur de vivre en Algérie? Non, c'est pas dur de vivre en Algérie. On n'a jamais été aussi bien reçus qu'en ce moment. On nous dit: les pauvres, ça doit être dur pour vous. Oui, c'est dur pour nous en ce moment, mais c'est pas dur par la population. Dans mes équipes, il n'y en a pas un seul qui m'a dit des choses désagréables. On parle tous des mêmes choses, mais jamais de manière désagréable. Donc il faut qu'on continue et qu'on soit résilient. Je vous avoue que quand, la semaine dernière, mardi dernier, il y a eu toutes ces annonces, j'étais catastrophé. J'ai dit: c'est fini, quoi. On parlait tout à l'heure d'ascenseur émotionnel, j'étais KO.
Et puis j'ai dit, c'est pas possible, on ne lâche pas, on continue. Mais Bravo vous à vous. êtes optimiste. Bravo à vous. Il faut moi, je suis toujours sûr être que ça va optimiste. s'arranger. Ça ne peut pas faire autrement que ça. Monsieur Bizac, il faut saluer la sagesse et la rationalité des décisions algériennes, parce que je peux vous assurer que s'il devait réagir avec la même véhémence qu'a réagi la France, on serait allé vers la rupture. Très bien. Donc moi, je salue parfaitement. Il y a une sorte de sagesse côté algérien qu'il faut vraiment souligner. Et messieurs, on va continuer à en parler dans quelques instants. On va donc parler, mesdames et messieurs, du redressement de notre économie. Vous restez avec nous. Hebdo Show se poursuit, mesdames et messieurs, sur Al24 News. On poursuit donc notre émission et on s'intéresse ce soir au redressement de notre économie nationale, une stratégie bien réfléchie du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a promis lors de sa deuxième rencontre avec les opérateurs économiques de faire de l'Algérie un pays émergent avec un PIB qui dépassera les 400 milliards de dollars d'ici 2027. On l'écoute et on en parle. أنتم تعلمون التزامنا أن في سنة آخر 27 أقصاها آخر 27 ندخل في تعداد الدول الناشئة pays émergent 2027 إن شاء الله. وكنت التزمت بدخل قومي خام يساوي أو يفوق 400 مليار دولار إن شاء الله. وهذا هو الهدف الذي لازم نتجند حوله كلنا كما رانا في هذه القاعة هذه إن شاء الله، حتى الناس اللي خارج القاعة. كذلك فرصة لتقييم ما هو إيجابي وتصحيح ما هو سلبي في السنوات هذو اللي منهم. إذن الاجتماع هذا هام جدا لأنه اجتماع مش مجرد لقاء ولكن تقويمي مع بعضنا بعض. الهبة اللي طالبها منكم واللي شاكر لكم المجهودات اللي خلتنا اليوم نوصل إلى ما يقارب 6-7%. يعني سنصل إن شاء الله إلى ما نصب إليه نسبة 12-13% من الناتج الخام الوطني يكون من الصناعة. مناصب الشغل اللي خلقناها في هذه السنوات ما يقارب 700,000 منصب شغل. اليوم بعض الدول ما وراء البحر تتمنى هذه الأرقام. نهار كانوا ما ينتقدوا فينا ولكن ما عندهمش أرقامنا. لما نتكلم على نمو نتاع الداخل نتاع الناتج الخام lorsque on arrive à un taux de croissance de 4,1. أعطوني كلكم كما راكم هنا وكل مطالعين أعطوني في البحر الأبيض المتوسط نفس النسبة ما كانش. Le premier taux de croissance méditerranéen بما فيه أصدقائنا الأوروبيين. معناه الجزائر ماشية. اللي يبغي ينتقد خليه ينتقد، اللي يشوف اللي خلقه ربي يشوف كل شيء كحل، يشوف كل شيء كحل، الله يسهل عليه. اليوم بعض الدول حتى بالنسبة للآفاق تاعنا تاع 2025 قلنا نكونوا في ان طو دو كرواسونس كي تورن اوتور دو 4 ان شاء الله. وربما بكم بالتسريع في فتح المصانع هذه اللي لكم تنزوا فيها الى اخره ممكن تكون مفاجاه نكونوا اكثر من 4. شوف اليوم بعض الدول الاوروبيه راها خطه باش تكون 1%، 0.9% الى اخره. اليوم عندنا بالنسبه للاستثمار في البلاد يعني مش باش نتشفى في أي واحد، ولكن أرقامنا ما تشبه حتى أرقام. والبنك العالمي ما يغلطش، وهما مداري منين يطيح علينا يطيح مليح. من صندوق النقد الدولي منين يلقى فرصة يعطينا. اليوم كاع راهم معترفين بالتنمية الجزائرية بما فيه المؤسسات المالية الإفريقية العربية إلى غيرها. وتشوفوا اليوم الكلاسمون تاع الجزائر نسبة التنمية الفلاحية
خطات خطوات تاع معجزة. Voilà, c'était donc Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboune, lors de la seconde rencontre avec les opérateurs économiques, Kamal. J'ai envie de dire quel dommage, parce que quand on voit un tel discours, une telle croissance, c'est pas mal, hein, c'est une croissance qui ferait rougir pas mal d'Européens. On se rend compte qu'effectivement, tout ça s'est dégradé, la relation franco-algérienne, parce que il faut rappeler quand même un petit peu la genèse, un diplomate qui a été interpellé de façon très cavalière, hein, d'ailleurs très, très violente, par les services français, des GSI, des GSE, sous commandement de M. Rotaillot, et qu'on le veuille ou non, effectivement, je suis un petit peu redondant, mais quoi qu'il en soit, effectivement, c'est une façon de casser une relation qui était saine, qui s'améliorait, avec une volonté des deux présidents, casser une relation économique qui était bonne, qui devait croître, avec des opérateurs économiques nombreux, 6 000, on peut le dire, qu'il y a 6 000 opérateurs français et franco-algériens qui évoluent en Algérie, avec une possibilité de croissance qui bénéficierait aussi à la France. Et ça, malheureusement, c'est cassé parce que quelques agendas politiques d'un homme de droite qui prétend défendre en plus des valeurs soi-disant travail, hein, ça fait rigoler, cet homme de droite casse la relation volontairement. Je pense qu'il faut que les autorités françaises reprennent vraiment les choses en main. Je crois et j'espère croire en la parole de M. Macron, qui a envie, effectivement, on sent bien, de créer ce lien, de son ministre des Affaires étrangères qui est venu à Alger, mais c'est pas pour rien, faire en sorte que cette relation soit retissée et faire en sorte qu'il tienne un petit peu à distance, M. Rotaillot. Très bien, merci Gamal Abina. Je pense que le message est passé. Hein. On revient donc à l'économie avec vous, Nazim Sini. L'économie algérienne affiche aujourd'hui des indices positifs selon la Banque mondiale et le FMI. Tout à fait. C'est vraiment admirable parce que quand vous voyez que dans le bassin méditerranéen et même en zone MENA, la véritable locomotive économique, c'est l'Algérie avec des agrégats économiques, macroéconomiques qui sont très satisfaisants, des réserves de change qui se sont reconstituées, un taux d'inflation qui est passé sous la barre officiellement des 7%, avec un taux de croissance qui est au-dessus des 4%. Et le président a bien fait de le rappeler. Si vous prenez la cartographie des pays de la région, aucun pays n'a pu enregistrer une telle croissance économique. Donc c'est une performance à saluer et qui puise sa source dans les réformes qui ont été entamées depuis 2020. Et vous savez, parfois on a tendance à être un peu amnésique, mais on oublie qu'on a vécu peut-être l'une des pires pandémies du XXIe siècle. Et à ce jour, jusqu'à là en 2025, vous avez encore des pays qui ont du mal à reconstituer des chaînes de valeur, qui ont du mal à réindustrialiser leur pays. Et l'Algérie a réussi à se relever de ce choc exogène qui a paralysé l'économie mondiale. Donc vous voyez que le président de la République est un homme de dossier, surtout sur le volet économique. Il maîtrise parfaitement les dossiers techniques, sectoriels, qu'il suit personnellement. Et cette rencontre-là montre aussi qu'il est très attaché au dialogue social avec le patronat. Pourquoi ? Parce qu'il a compris qu'aujourd'hui, la force de ce pays, la force de l'économie algérienne, repose entre les mains des acteurs publics, mais aussi privés. C'est très important. Par le passé, on a eu le sentiment que les opérateurs privés étaient marginalisés. Ce n'est plus le cas avec le président Abdelmajid Tebboune. Et d'ailleurs, vous avez vu avec la clarté avec laquelle s'est exprimé le président du CREA, Kamel Moula, qui a fustigé encore les verrouillages bureaucratiques, les blocages dans certaines administrations. Et il y a un véritable engagement des autorités des pouvoirs publics pour consolider les réformes et puis entamer ce que j'appellerais moi les réformes de deuxième génération, celles qui vont permettre de moderniser le système financier, celles qui vont permettre de fluidifier le marché du travail, de libéraliser le commerce extérieur, pourquoi pas discuter aussi de notre politique de change, de permettre aussi de réorienter les investissements vers des investissements productifs, celle qui permettra aussi de continuellement à améliorer le climat des affaires pour renforcer l'attractivité de l'Algérie. Vous voyez, il y a eu un fait majeur ces dernières semaines, c'est les annonces de Trump, qui sont en train de brouiller toutes les pistes et qui est en train de déstabiliser l'économie mondiale. Et là, vous voyez, nous avons une mondialisation qui va se redessiner et je pense que l'Algérie va avoir un grand rôle à jouer. C'est le moment d'investir dans le pays. Le président a une feuille de route, il a une roadmap qui est claire et il va impliquer avec lui les acteurs économiques. La rencontre avec les opérateurs économiques, M. Sini, c'est devenu une tradition. D'ailleurs, la dernière, c'était en 2023. Et le président Abdelmajid Tebboune a annoncé qu'elle se tiendra annuellement. C'est une consultation parce qu'il y a eu ce discours devant les opérateurs économiques où il a annoncé effectivement d'avoir sauté un des bureaux qui bloquait, c'était l'Algex, cette agence qui était critiquée par les opérateurs économiques. Maintenant, il y a création de 2 instances. L'une va s'occuper de l'exportation parce que l'exportation est devenue un enjeu. Et c'est la première fois que le niveau d'exportation hors hydrocarbures est devenu important de toute l'histoire de l'Algérie. C'est la première fois que cela arrive.
on dépasse les 3 ou 4 milliards de dollars et ça va encore augmenter en puissance avec un taux de croissance de 4,1% qui est très important. La Banque mondiale le dit, le Fonds monétaire international le dit, etc. Et parfois, c'est pour ça, parce que M. Bissaki là, certains partenaires traditionnels, parce que la France est un partenaire traditionnel en matière économique et commerciale avec l'Algérie, perd des occasions, ils risquent de perdre beaucoup. Parce que je rappelle qu'il y avait une rencontre qui était prévue entre le Conseil de renouveau économique algérien, CREA, avec le MEDEF, qui a été annulée. Donc vous voyez, encore une occasion qui a été annulée. La commission mixte qui devait se réunir aussi entre les deux pays est annulée. Mais en même temps, on a eu cette semaine, on reviendra plus tard, Nouhed, il y a eu la Chine qui a signé quand même 8 accords dans plusieurs secteurs. Il y a eu la Sonatra qui est partie à Houston avec le Forum d'énergie algéro-économique. Donc, oui, 4,5 milliards. Donc si les occasions sont perdues par un partenaire traditionnel comme la France, ils sont tout de suite remplacés par d'autres. Et ça arrive rapidement. Monsieur Bizak, pardon, merci, 2 minutes. Je pose juste une question à Monsieur Bizak. Est-ce que vous, pour aller dans la continuité de ce que vient de dire Faisal Matawi, est-ce que vous pensez que les liens économiques constituent aujourd'hui un lien majeur à préserver et à consolider entre l'Algérie et ses différents partenaires? Je ne peux pas vous dire le contraire, c'est évident. Je voudrais juste rajouter quelque chose au sujet de la politique du président Tebboune. Si vous vous souvenez, dans ses discours d'investiture, il avait déjà un discours extrêmement de politique libérale. Extrêmement libérale, qui était un vrai changement par rapport au passé. Là, si vous avez vu, et vous y étiez, au CIC, vous l'avez entendu, ce qu'il a dit, d'abord, 30% quasiment de son discours, c'était sur la corruption, sur la bureaucratie, sur tout ça. Donc, je pense qu'il a une vraie conscience de ce qui se passe. Et les décisions qu'il a prises, il a été longuement applaudi lorsqu'il a dit qu'il supprimait l'Algex. Je pense qu'aujourd'hui, on est parti vers une libéralisation réelle de l'économie. Et j'espère qu'une chose, c'est que vraiment, il va mettre en application, et surtout que l'administration va bien comprendre les messages, et qu'on n'aura plus ces blocages qui sont gênants et qui empêchent les entreprises de travailler. De la Banque mondiale qui est sorti il y a 4 jours et que je vous invite à lire sur worldbank.org, le titre est déjà très évocateur. Comment l'Algérie construit une économie dynamique pour demain. Je lis juste quelques passages. Des performances rendues possibles par une batterie de réformes dont la nouvelle loi sur l'investissement de 2022 et le système partenaire algérien, APCS. La Banque mondiale, je cite, la Banque mondiale souligne d'emblée la diversification de l'économie algérienne et la hausse des exportations hors hydrocarbures. Il y a 10 ans, 90% des navires transportaient que du gaz et du pétrole au port d'Alger. Aujourd'hui, l'Algérie a entrepris une profonde transformation pour réduire la dépendance aux hydrocarbures et attirer les investissements étrangers. Les exportations hors hydrocarbures de l'Algérie ont triplé depuis 2019 pour atteindre 5,1 milliards de dollars en 2023. Principalement des engrais, produits sidérurgiques, ciment, etc. Cette performance, c'est toujours dans la citation, toujours dans l'article, cette performance témoigne des succès enregistrés dans l'élargissement de la base économique d'Alger depuis l'élection de M. Abdelmajid Tebboune. Article à trouver sur le site Worldbank, WORDBANK.org, de la Banque mondiale. Donc, excusez-moi, les chiffres sont là. La politique qu'il a menée, la politique où il a dit on arrête les importations à outrance pour tout et n'importe quoi et on commence à faire du local, l'autosatisfaction alimentaire, l'autosatisfaction énergétique, l'autosatisfaction financière, voilà ce que ça donne 5 ans et demi après son élection. Donc on a une vision du chef de l'État par rapport à ça. Et ce qui est important, mais moi après je rabâche beaucoup, peut-être que Bruno Retailleau a voulu nous humilier, mais excusez-nous, personne ne peut humilier l'Algérie. L'Algérie est indépendante et souveraine financièrement, militairement, énergétiquement, alimentairement et surtout, message à passer à M. Retailleau, politiquement. Il y a un truc important à rappeler quand même, c'est important de souligner une chose assez forte, c'est que la Banque mondiale, Nazim confirmera, n'a jamais été tendre avec l'Algérie. Ça a toujours été les indicateurs négatifs avec des croissances faibles. Absolument. Et là, aujourd'hui,
face aux réalités des réformes réelles conduites, parce qu'on peut le constater ici dans les changements, on se rend bien compte que même la Banque mondiale, qui était quand même, à chaque fois, ils ont une croissance de 3%, et on dépasse, aujourd'hui, elle finit par s'aligner sur les chiffres réels qui sont donnés, qui sont des chiffres liés aux douanes, et elle confirme effectivement les croissances soutenue, c'est la plus grande croissance nord-africaine, mais surtout la diversification qui est entamée. Et ça, c'est quelque chose de positif. Non, mais surtout, je voudrais rebondir, parce que Mehdi et Gamal ont raison de le dire. On parle quand même de rapports de deux institutions, FMI et Banque mondiale, qui ne sont pas des rapports de connivence. Ah non. C'est-à-dire, on ne pourra pas nous taxer de dire il y a une falsification des chiffres ou des rapports de connivence. Pas du tout. Mais ce qu'il faut saluer surtout, c'est l'engagement des opérateurs économiques. Parce qu'ils évoluent dorénavant dans un climat qui est plus rassurant, avec une loi des investissements qui simplifie. Et je pense que ça a été ça le véritable apport du président Tebboune, c'est un choc de simplification. Et d'ailleurs, sa volonté de créer le guichet unique va pour moi à créer une sorte d'appel d'air pour attirer encore plus des idées. Encore une fois, il faut rappeler le contexte international dans lequel nous évoluons. Vous allez avoir donc une supply chain qui va être complètement bouleversée, avec ces droits de douane qui sont suspendus pour les uns mais maintenus pour la Chine. Vous avez également des tensions géopolitiques qui sont de plus en plus prégnantes. Et ce qui fait que, moi je suis persuadé, je suis convaincu que l'Algérie va être une plateforme et un hub d'abord logistique, un hub énergétique, mais aussi un hub en matière d'IDE. Et c'est pour cela que le pays continue ses investissements en matière d'infrastructure. Juste pour vous donner un chiffre, il y a un rapport de la Banque africaine de développement qui disait qu'un tiers des routes goudronnées en Afrique se situent en Algérie, en Afrique du Sud. Et ça, vous voyez, c'est un acquis. Vous savez que la route, c'est la première infrastructure pour le transport de marchandises. Et la ZLECAf, puisque M. Bizac en parlait tout à l'heure, va être un catalyseur de cette richesse. Et surtout, c'est à travers les réformes algériennes, je pense que notre économie, le développement de l'économie algérienne va rejaillir sur l'ensemble de la région. Et le ferry, 15 000 km d'ici la fin de la décennie. Voilà, tout ça, c'est une vision économique. En tout cas, ce qu'on peut constater, parce que on avance à marche forcée. Alors des fois, c'est pas très bien compris. Mais moi, je vois l'exemple de la pharmacie. Quand on a annoncé qu'on ne voulait plus de médicaments importés, qu'on voulait que du générique. Tout le monde s'est regardé. Mais regardez maintenant, c'est la plus belle réussite qui soit. Bien sûr. Mais ça, il a fallu, Michel, une volonté politique. Exactement. Parce qu'à l'époque, combien de milliards, bien sûr, mais combien de milliards d'euros sortaient des caisses de la Banque d'Algérie pour de l'importation de médicaments, pour du Doliprane, pour du paracétamol, pour des médicaments que nous pouvons faire nous-mêmes avec nos compatriotes. Oui, 250 000, et je le dis et je le répète à qui veut l'entendre, 250 000 Algériennes et Algériens sortent chaque année de nos universités diplômés. 250 000 de personnes sortent diplômées chaque année de nos universités en Algérie. C'est exceptionnel. Nous avons un vivier de jeunesse qui est une force de la nature. Pour nous, quand moi on me dit, Mehdi, en Algérie, tu as le gaz, tu as le pétrole, et on a aussi la jeunesse. C'est une troisième puissance énergétique exceptionnelle, la jeunesse que nous avons. Badis, cette jeunesse, justement, on en parle, la jeunesse algérienne, mais aussi les start-up ont également un grand rôle à jouer dans notre économie nationale aujourd'hui. D'ailleurs, les start-up intègrent le vocabulaire qu'a porté le président de la République, à savoir, d'ailleurs, c'est le premier qui a évoqué la diplomatie économique. Oui. Et je pense qu'il est important de le dire aujourd'hui, et Nazim l'avait rappelé avec ce cataclysme géopolitique notamment, où l'Algérie, dans cette conjoncture favorable, va pouvoir apporter, ne serait-ce que concrétiser d'abord son projet, son agenda aussi, et ça où je tiens à le préciser, le président de la République aussi l'a apporté à travers toute une vision et un projet de vision, puisqu'au-delà de la volonté, il fallait avoir aussi de la prospective. On a été précurseur sur pas mal de points, notamment quand on a voulu passer de toute importation vers l'exportation, notamment dans la profondeur africaine, mais y compris aussi la profondeur occidentale et européenne. Nous l'avons vu récemment avec l'Angleterre, notamment. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique favorable, accélérée, effectivement, mais quand vous l'avez évoqué à marche forcée, oui, parce qu'il faut aussi revenir un peu à l'état que le président de la République, quand il a récupéré l'économie algérienne, où on parlait effectivement de la théorisation de la diversification économique. Aujourd'hui, nous vivons la diversification économique, énergétique et autres. L'Algérie, j'ai envie de vous dire, entre dans l'ère de la géoéconomie. Il y a un agenda géoéconomique aujourd'hui, je parle sous ton contrôle, Nazim, dans lequel le président de la République s'inscrit en produisant plus, mais surtout aussi en produisant avec des produits qui sont aux normes, qui plus est internationales, qui sont donc aptes et habilités à être exportés vers l'étranger. Donc vous voyez bien qu'il y a, au-delà aussi de l'aspect juridique, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le président de la République a voulu d'abord assainir
auditer, agir ensuite à travers une feuille de route pragmatique. Rappelons-le, la loi d'investissement par exemple, les facilitations pour les IDE notamment, 49-51, le renforcement justement du cadre juridique pour encourager et rendre l'Algérie beaucoup plus attractive, notamment en matière d'IDE, nous l'avons vu. Il y a eu un appel d'air, vous l'avez évoqué tout à l'heure, effectivement. Tout le monde maintenant se bouscule, notamment il se presse au potillant pour justement essayer d'apporter un win-win, encore une fois, puisque l'Algérie aussi a un prisme à travers le président de la République et sa vision, c'est construire des partenariats économiques et des alliances économiques stratégiques, notamment, puisqu'on parle de géoéconomie, toujours dans un élan de respect mutuel d'abord, puisque comparaison n'est pas raison. Tout à l'heure, vous avez évoqué le Maroc a des dettes, l'Algérie n'en a pas. Et surtout aussi de perspectives d'avenir, d'intérêt commun, puisque l'Algérie a cette volonté de vouloir aussi avoir cette proximité avec les zones d'intérêt économique, notamment en Afrique en l'occurrence, où il y a des partenaires qui se créent, il y a un transfert de technologie, de savoir-faire qui se crée. Donc vous voyez bien qu'il y a cette Algérie en ébullition, cette diversification économique qui se profile à pas sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, à pas forcément, mais à pas sûr, puisque nous le voyons aujourd'hui, nous produisons Made in Algeria, nos supermarchés sont Made in Algeria, nos produits sont aptes aujourd'hui à conquérir, notamment, et conquérir des parts de marché, notamment à l'étranger. Maintenant, effectivement, comment mettre tout cet agrégat, tous ces facteurs, ces leviers en branle-bas de combat pour pouvoir aller vers des marchés parfois qui ne sont pas forcément traditionnels pour l'Algérie. Ben, en parlant d'IDE, je voulais poser une question à M. Bizac, parce qu'il est là, pour savoir un peu quelle est la valeur des IDE françaises en Algérie, quels sont les nombres d'entreprises qui travaillent dans l'investissement direct en Algérie. Ben, il y en a quand même beaucoup. On oublie les services parce qu'on parle d'importation, mais vous avez quand même 3 banques majeures qui sont installées. Vous avez BNP Paribas, vous avez Société Générale et vous avez Natixis. Là, par exemple, en ce moment, Société Générale est en train de terminer et de construire son nouveau siège à Babézoire. Ce sont des investissements très importants. Vous avez une entreprise comme Danone qui vient d'investir 20 millions d'euros dans une nouvelle usine à Agbou, qui bientôt ils vont la lancer, on va en entendre un peu plus parler. Vous avez même des gens comme Castel qui ont des projets d'investissement extrêmement importants. On ne va pas en parler, mais voilà. et donc, vous avez encore beaucoup d'entreprises françaises qui investissent. Quel est le montant exact? Je ne l'ai pas, je vais vous dire une bêtise, et j'ai peur de parler devant un économiste. Donc, à ce niveau-là, je ne vais pas vous le dire, parce que je ne le sais pas. Mais vous avez énormément d'entreprises qui, aujourd'hui, continuent d'investir. Parce qu'à un moment donné, on reprochait aux entreprises françaises, une frilosité d'abord, il y a 5 ou 6 ans auparavant, et on disait souvent que les entreprises françaises faisaient plutôt du commerce, venaient vendre des produits, ils n'investissaient pas. Est-ce que ce paradigme a changé? Est-ce que maintenant, il y a une volonté réelle des entreprises françaises? Il y a une volonté, et le rôle de notre Chambre de commerce a été aussi d'expliquer aux entreprises et aux entrepreneurs que les paradigmes en Algérie avaient changé, et qu'aujourd'hui, si vous voulez faire de l'import de produits pour la revente en l'état, vous allez avoir tous les blocages possibles et imaginables. Et que donc, il vaut mieux que vous veniez ici, trouver un bon partenaire, vous installer ici et fabriquer ici, parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Les Turcs l'ont bien compris. Regardez ce qu'ils ont fait, l'usine, la Syrie... qui a été montée. L'usine du textile, ils sont pas venus pour rien, ils sont venus parce que l'énergie est 7 fois moins chère qu'ailleurs. Il y a plusieurs éléments d'ailleurs, l'énergie qui est pas chère déjà, on commence par le début, une surface industrielle disponible, des compétences au rendez-vous, ça a été dit tout à l'heure, 250 000 étudiants qui arrivent sur le marché de l'emploi, des avantages comparatifs considérables, salaire bas, des charges salariales et patronales. Il y a la proximité avec les marchés européens aussi. La proximité avec les marchés européens. La proximité, mais il y a une chose essentielle à mon sens, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment que la France pense en termes, non pas on vend des produits aux Algériens, mais on fait un partenariat sérieux dans l'investissement, non pas immatériel. Moi, le service me pose problème. On n'a pas besoin d'avoir du service à outrance. L'investissement productif, vous l'avez dit tout à l'heure pour Danone, c'est une bonne nouvelle. Il faut multiplier ce genre de zones d'investissement productif, de telle sorte que l'Algérie et les Français, évidemment, bénéficient de cette création de richesse. Tout à fait. Moi, je voulais juste rebondir, Anouad, si vous me permettez, c'est qu'il faut être dans une logique de coproduction. Et c'est ça que recherche l'Algérie. L'Algérie n'a plus besoin d'être vue comme un marché ou un déversoir de produits européens, mais plutôt comme un partenaire fiable avec lequel on peut coproduire ensemble pour réexporter après vers l'Afrique subsaharienne, vers des pays du bassin méditerranéen
méditerranéen. Et surtout, ce qui est important de rappeler, c'est que l'Algérie a retrouvé sa compétitivité. Parce que très longtemps, c'est ce qui a été reproché au pays. Mais là, aujourd'hui, avec les réformes qui sont entamées et les fruits de ces réformes, puisqu'on a des indicateurs palpables, tangibles, je pense que c'est le moment d'investir dans le pays. Vous avez donc un climat des affaires qui s'améliore continuellement. Je vous ai dit, il reste encore, évidemment, certains challenges et certains défis, mais qui vont être relevés haut la main. Pourquoi ? Parce que du moment que vous avez une vision, une feuille de route, et avec des KPI qui sont placés au bon endroit, donc des indicateurs clés de performance, vous pouvez atteindre ces 400 milliards de dollars de PIB d'ici 2027, qui vous ferait rentrer inéluctablement parmi les puissances émergentes au niveau mondial. Très bien, merci monsieur. Allez-y, le dernier mot. Juste pour dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on continue dans cette escalade. Aujourd'hui, si vous parlez à des entrepreneurs français, ils vont vous dire on se calme. Sur l'Algérie, on se calme. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui sont installées ici, elles ont des états-majors. Ces états-majors ne connaissent pas l'Algérie. Ils connaissent l'Algérie à travers leurs dirigeants qui sont ici. Mais s'ils ont des choix mondiaux d'investissement, quand on a une relation aussi compliquée ces derniers temps, des choix risquent d'être faits pour aller ailleurs. Oui, je disais que les investissements en Algérie sont sécurisés. Je n'ai vu aujourd'hui aucune entreprise française être spoliée. Non, et puis donc elles ne partent pas. Hein. Voilà, vous avez remarqué que les entreprises françaises... On est à 500 entreprises implantées, je parle sous votre contrôle, et on n'a aucune qui a déménagé. Non, elles n'ont pas déménagé. Non. Merci monsieur. Qu'il croit au projet Algérie et que l'Algérie est un pays émergent, est un pays et le phare de l'Afrique. Si on n'était pas pollué par la politique, je peux vous dire l'Algérie est un pays de cocagne. Quand ça marche, ça marche. Oui. Il y a peu de concurrence finalement. Je vois même dans notre métier et tout ça, on a peu de concurrence. On travaille bien avec l'Algérie. Et on est français. Les Algériens adorent les produits français, aiment la France, malgré tout ce qu'on dit. Nous, on les aime de moins en moins à cause de la politique, mais eux, ils nous aiment. Donc on n'a pas de souci. Venir travailler en Algérie, c'est un bonheur. Moi, je pense justement, messieurs, on va continuer à parler.